Alors on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sophie Marinopoulos qui est à distance et qui va tout de suite intervenir. Alors Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste et fondatrice des lieux d'accueil solidaires aux familles, les Pâtes au beurre, auteur aussi de nombreux ouvrages et qui a vraiment porté dans le cadre des travaux de la commission et bien avant aussi la notion de santé culturelle. Donc je lui passe tout de suite la parole avec grand plaisir. Merci beaucoup Thierry de m'avoir invité à participer. Je vais remercier la ville de Caen parce que je suis à l'Artothèque de Caen qui m'a laissé une salle pour que je puisse être avec vous. Alors il est prévu que je ne vous dise que 2 mots puisque l'idée c'était de présenter le film qui accompagne mon rapport. Et l'idée, c'était de mettre en avant le travail des lecteurs professionnels qui viennent nourrir l'enfant dans ses besoins premiers, qui favorisent la rencontre aussi avec le parent. Mais le rapport, bien sûr, ne s'est pas simplement concentré sur cette approche du soutien aux parents par la lecture partagée. C'est un rapport, je souhaitais en dire 2 mots, qui a voulu alerter sur la mauvaise santé de nos relations que je constate lors des consultations et que nous constatons les professionnels de la santé psychique lors de nos consultations familiales, individuelles et avec les enfants. Donc c'est un rapport pour une stratégie nationale pour la santé culturelle qui a fait le choix de promouvoir et pérenniser l'éveil culturel et artistique de l'enfant de la naissance à 3 ans, dans le lien aux parents, en rappelant à quel point nous devons soutenir les premières rencontres de vie, les premières expériences de vie qui nourrissent la vie intérieure de l'enfant, qui lui permettent de se construire cognitivement, intellectuellement, affectivement, émotionnellement, de manière langagière. Voilà, donc tous les travaux sont réunis dans ce rapport, mais aussi les initiatives inspirantes que notre territoire propose aux familles, aux enfants, et puis aussi des propositions, 66 propositions de politique publique culturelle à dimension sociale pour justement que ces 1000 premiers jours puissent avoir à la fois une approche physiologique, mais aussi prendre en compte la santé de nos relations. Donc, le rapport est prolongé par un kit de communication sur la santé culturelle qui s'appelle La santé, ma santé à moi, elle est culturelle, qui sort la semaine prochaine. Un kit de communication qui est labellisé 1000 jours, puisque nous avons en effet travaillé tous main dans la main dans cette commission pour que tous les aspects de la santé soient reconnus. Donc ce rapport participe pleinement à construire un environnement favorable à la santé de nos enfants dans le lien à leurs parents, mais en prenant soin des enfants et des parents, nous prenons soin de la société. Donc c'est tout le défi sanitaire que nous avons souhaité relever et qui a été évoqué pendant la commission des 1000 jours. Donc on regarde le film ensemble. Je pense que c'est vous qui allez le déclencher, le lancer, Thierry. Et ensuite, je crois qu'il peut y avoir 2-3 questions éventuellement sur cette projection. Très bien, merci Sophie. On le lance tout de suite, en effet, et on viendra à vous pour les questions. Merci. J'ai tout plein d'histoires dans ma petite valise. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise? J'en ai des drôles, j'en ai des chantés. Viens près de moi, on va se régaler. J'ai tout plein d'histoires dans ma petite valise. J'ai tout plein d'histoires, veux-tu qu'on les lise? Je suis psychologue, psychanalyste, expert sur les questions de l'enfance et de la famille. Et je m'intéresse tout particulièrement à tout ce qui peut nourrir un enfant, le nourrir culturellement. Attrape un livre et viens t'installer. Tourne les pages, on va le déguster. Tu veux le manger pour voir si c'est un bon livre. Ce bébé, il va avoir besoin d'être nourri, il va avoir besoin de lait et de mots.
C'est tous les travaux de la carence affective qui nous ont appris comment un tout petit homme, une toute petite femme, dès les premières minutes de sa vie, va être dans une appétence, un désir inextinguible de communiquer avec un autre. Trempé, abrité. Bébé. Bébé. Tu as entendu un bébé là-bas? Donc le bébé, il va attendre qu'on lui parle. Il va attendre de rentrer dans la culture des mots. Il va attendre qu'on lui raconte une histoire. Regarde, dedans il y a des images, il y a des histoires. Et c'est là où le livre va avoir une place extraordinaire pour un tout petit et pour son parent, de pouvoir justement l'inscrire dans le monde des mots. Bateau sur l'eau, la rivière, bateau sur l'eau. Ce bébé qui ne sait pas lire, on pourrait se demander, mais pourquoi ? Pourquoi lui lire une histoire? Est-ce qu'il la comprend? Mais il l'éprouve et il reçoit et il s'inscrit dans cette intention et dans l'attention du parent. La baleine au fond de l'eau. Quand le parent lit à son tout petit, généralement, très souvent, il le prend contre lui ou près de lui. Et l'enfant, donc cet enfant qui à la fois regarde le livre et en même temps regarde le visage, la bouche, le corps de son parent, parce qu'il est aussi pris par la musicalité corporelle du parent qui lit. Il y a de la prosodie, il y a de la mélodie, mais il y a aussi un corps en mouvement. Donc ce parent qui participe à la lecture, ils vont vivre ensemble, parents et enfants, un dialogue sensoriel. Quand on offre une lecture à un enfant, on voit bien que lui participe pleinement à cette lecture et qu'il en est nourri. D'ailleurs, à un moment, il en sera apaisé, mais nourri au sens même propre. Il n'est pas rare de voir les bébés, quand ils ont la capacité motrice d'attraper le livre, de le prendre et de le mettre à la bouche. Tu veux le goûter? Comme dire, les mots, ils sont dans le livre, je vais les prendre en moi et je vais les transformer pour en faire mon histoire. Oh, Loulou. On a mangé Loulou. Moi, j'en appelle à une santé culturelle, en disant nous devons nourrir, nous devons apporter des nourritures culturelles à nos enfants, qu'apporte toute la dimension artistique. Tous les arts nourrissent les tout-petits et leurs parents et nourrissent le lien parent-enfant. D'ailleurs, il me semblerait indispensable que partout où nous faisons une approche sanitaire, il y ait une approche culturelle et artistique. Par exemple, il y a des lieux très privilégiés qui sont la protection maternelle et infantile, qui sont des espaces où tous les parents sont invités à venir. C'est gratuit, ils viennent, ils sont soutenus par des professionnels de l'enfance qui connaissent parfaitement bien les enfants, les parents. Et bien dans ces lieux-là, nous devrions aussi y trouver des lecteurs, des lectrices professionnelles qui accueillent l'enfant dans le monde des mots. Je suis lectrice et formatrice pour l'association Le Livre pour l'insertion et le refus de l'exclusion, qui est une association qui a pour but d'amener des livres aux très jeunes enfants dans l'objectif de les familiariser avec le livre et avec la lecture. Tu veux regarder un livre avec une chanson ? Notre objectif quand on lit, c'est toujours de passer un bon moment de lecture avec l'enfant, mais aussi de donner à voir aux parents le plaisir que son enfant peut avoir dans la lecture. Et puis, ça donne envie, en tout cas c'est un des objectifs, aux parents de s'approprier ce moment-là et de lire à leur tour et de le reproduire chez eux. Martinello. Les parents, parfois, sont surpris, nous disent que le bébé est trop petit ou qu'il ne va pas comprendre. Mais en général, quand ils voient les situations de lecture avec leur bébé, ils sont ravis de voir le moment qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. C'est intéressant, ça lui plaît, hein ? Les bébés aiment bien les livres.
T'as pas fait la sieste? Des fois, il y a des adultes qui me disent cet enfant n'est pas lecteur. Et en fait, on s'aperçoit que cet enfant n'aime pas rester assis calmement, sans bouger, à écouter, sans toucher le livre. Il écoute et il joue. J'ai vu, t'as vu, j'ai vu, t'as vu. Il n'a pas la même façon d'écouter. Par exemple, l'enfant écoute beaucoup avec son corps. Donc nous, adultes, on a tendance à penser que pour bien écouter, il faut être posé, il faut être calme. L'enfant, lui, il peut être complètement en mouvement et être néanmoins en train d'écouter. On chante ça? Quand un lecteur, une lectrice professionnelle propose une lecture à un tout petit et à son parent, il les invite conjointement à ressentir, à éprouver, à partager, à vivre ensemble des émotions. Ding, dong, dong, ding, dong, dong. Certaines cantines particulièrement vont avoir la capacité de réveiller l'enfance des parents, en quelque sorte, de les ramener à des souvenirs heureux. Et certaines cantines qui ont beaucoup voyagé existent dans différentes langues. Et quand on a la chance d'avoir des parents qui nous font ce cadeau, parce que c'est vraiment un cadeau, de nous chanter leur cantine à eux dans leur langue ou la cantine de leur enfance, c'est vraiment des moments très joyeux. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre et de regarder un enfant comme il y a un demi-siècle, en pensant que c'est un simple tube digestif. Nous savons aujourd'hui que si nous nous occupons d'un enfant d'une manière mécanique, nous le privons et nous le mettons dans une malnutrition culturelle. Quand on voit des parents qui, après une séance en PMI, nous disent « D'accord, pourquoi pas, je vais l'amener en bibliothèque, je vais lui acheter des livres », on se dit qu'il y a vraiment quelque chose de gagné pour l'enfant qui va avoir des livres à la maison. Donc cette santé culturelle a une dimension essentielle pour que nos enfants puissent grandir. Et le livre a une place centrale dans ses besoins fondamentaux. Alors, l'onde des bleus turquoise, 2 petites oreilles tordues, des cheveux violets ébouriffés. Écouter et regarder le monde qui l'entoure, c'est quand même les 2 grandes occupations du bébé. Et quand on lui propose un livre, on lui propose d'écouter, mais d'écouter des mots qui ont été choisis pour la qualité de leur sonorité, et de regarder, mais de regarder des images aussi qui ont été pensées, des images d'artistes. Et c'est ce que l'enfant reçoit directement et qu'il va faire comme sien et qui va lui permettre, lui aussi à son tour, un jour, de dire « il était une fois ». Alors, Sophie Marinopoulos, il y a des questions, bien sûr, suite à votre introduction et à ce film. La première, je pense que ça étonne un petit peu, c'est mais d'où vient comment vous est venue, en fait, cette notion ce concept de santé culturelle? Oui, alors c'est vrai que j'ai voulu repartir mais finalement, quelle est notre condition humaine? Et notre condition humaine n'est pas sans condition. Nous savons tous qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas, que pour grandir et se construire, il faut qu'il passe par un autre que lui-même. Donc les tout premiers besoins s'inscrivent dans la relation. Donc notre santé, elle est dans la relation, c'est notre culture. Nous sommes donc dans ce besoin d'être en bonne santé dans nos relations culturellement, en bonne santé culturelle. Et j'ai fait état de cette malnutrition culturelle liée il y aurait beaucoup de fils à tirer sur cette question de notre modernité qui nous empêche d'être en relation les uns avec les autres et qui nous appauvrit. Et le fait de nous appauvrir, ça nous appauvrit aussi dans la construction interne. Et pour les tout petits, c'est tout à fait inquiétant. Alors ça fait le lien avec une autre question justement sur en quoi cet éveil culturel et artistique est-il favorable au développement de l'enfant et la qualité du lien parent-enfant? Alors à chaque fois que nous proposons un moment d'éveil culturel, alors la culture étant liée à la nature, vous êtes dans un jardin et vous voyez votre enfant regarder des feuilles qui bougent et vous allez en dire quelque chose et vous allez lui parler, vous allez donner du sens, c'est-à-dire vous allez être attentif à son attention. Et c'est tout ce qui va le faire rentrer dans notre humanité, ce qui va lui permettre de se nourrir et de grandir. Donc, à chaque fois qu'il est en situation d'éveil, il fait une expérience de vie qui va construire sa vie interne
son narcissisme, sa sécurité intérieure, sa capacité à se dire, sa capacité à donner et à recevoir. Donc le développement autour, le lien entre le développement et l'éveil culturel et artistique est véritablement un lien nutritionnel, je pourrais dire. Alors, il y a des questions autour de la formation des enseignants, la formation des professionnels de la petite enfance. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Et une autre question un peu corollaire, que pensez-vous de la présence d'artistes au sein des services hospitaliers ou de PMI, par exemple? Mais les artistes représentent cette part vivante, cette part fabulatrice, dirait Nancy Houston, c'est-à-dire cette capacité à raconter des histoires. Nous sommes des êtres de récit. Et donc la présence des artistes, mais aussi la présence de la musique, du livre dans les maternités, mais aussi la possibilité de voir aussi notre nature, tout ça participe à la nécessité de prendre soin. Là, on est vraiment dans le prendre soin. Donc la formation, c'est la même chose. J'évoquais ce matin lors de colloques à Caen l'importance d'offrir aussi, par exemple, les professionnels de la petite enfance, de leur offrir aussi des temps de rencontres culturelles, de manière à ce qu'ils puissent conduire nos enfants ensuite dans les musées, à l'opéra, pour que ces enfants fassent des expériences de vie. La culture est partout, mais elle est aussi dans ces espaces-là, qui ne doivent pas rester des monuments fermés à certaines populations. Alors justement, par rapport à ça, on vit une crise sanitaire sans précédent. Le fait d'aller dans certains endroits n'est pas toujours facile pour certaines familles. Comment adapter finalement la cité, si je puis l'appeler comme ça, là où vivent les populations, comment amener finalement cette richesse culturelle aux parents aussi? Aujourd'hui, les spectacles de rue peuvent reprendre leur travail justement de lien, de se vivre ensemble. Mais pendant le confinement, moi j'ai été très marquée, j'étais en lien avec pas mal d'artistes et toute la journée au téléphone avec des familles et on m'a transmis des expériences qui ont été faites, par exemple, je pense aux lectrices professionnelles, puisque le film était sur les lectrices, qui proposaient aux familles de les appeler et elles racontaient une histoire à l'enfant. C'est absolument extraordinaire, ça peut paraître très simple, mais combien de parents m'ont dit à quel point ça a été un moment qui leur a permis de souffler, de se restaurer, parce que l'enfant, pendant un temps, était pris par la musicalité d'une histoire qu'on lui racontait. Ça venait d'un ailleurs, c'était une évasion. Il pouvait sortir de la maison tout en restant dans la maison. Et c'est là où on voit que cette crise, à la fois, il y a eu des choses terribles, parce que psychiquement, ça a été très difficile, les relations étaient très difficiles. Et en même temps, on a vu une créativité se développer et des propositions à lesquelles on n'aurait jamais pensé autrefois. Sophie, alors je me permets, si vous aviez un mot pour conclure et de message aux professionnels qui nous écoutent à finalement comment amener les parents à s'ouvrir à cette curiosité de leur propre culture aussi. Voilà. Autorisez-vous, soyez créatifs. Écoutez, ayez une écoute observante de ces familles, de ces parents, de ces enfants. Ils vont vous guider, ils vont vous enseigner et vous allez ensemble trouver des initiatives qui seront propres peut-être à votre lieu, à votre espace, à la culture, aux cultures que vous recevez là où vous travaillez. Il y a véritablement la nécessité de dire aux professionnels de s'autoriser. Ils sont très pris aujourd'hui par des empêchements multiples qui fait qu'ils n'osent plus trop. Et la question de la créativité, mais même pour les parents, vous savez, quand les parents ne cessent de nous demander comment ils doivent être parents, on voit bien qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une perte de la créativité parentale que l'on doit ensemble remettre au goût de notre santé. Sophie Marinopoulos, merci beaucoup. Merci de vous être mobilisée pour participer à ce premier colloque et à très bientôt. Merci mille fois. Au revoir à tous et à toutes.